Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du lundi 28 avril 2025. Aujourd'hui, c'est jour d'élection au Canada et les Canadiens, les Canadiennes devront choisir pour leur prochain gouvernement. Est-ce qu'ils décideront de continuer avec le gouvernement actuel que nous avons, soit le gouvernement du Parti libéral, qui signerait son 4e mandat en 10 ans, donc, ou opteront-ils pour un changement avec le Parti conservateur du Canada, avec celui qui se présente pour être le chef, le premier ministre, c'est-à-dire du Canada, Pierre Poilievre. Alors, nous le saurons au courant de la journée ou au courant de la soirée. Tout au long de la journée, je vais suivre ça. Mais pour l'instant, faisons le point. Regardons encore une fois où on se situe, parce qu'on se dirige, selon les statistiques des différents sondages, on se dirige vers un gouvernement majoritaire, libéral, qui serait libéral cette fois-ci. À la dernière élection, il était minoritaire, donc cette fois-ci, il sera encore libéral, mais majoritaire. Et puis, on peut le voir à l'écran, à la dernière élection, il comptait sur 160 députés. 160 candidats avaient été élus sous la bannière du Parti libéral. Cette fois-ci, ils peuvent en espérer, selon la moyenne des sondages, des prévisions, 187, ce qui les place en position de majorité parce qu'il en faut 172 pour être considéré majoritaire, pour avoir la majorité de la Chambre des communes. Tant qu'au Parti conservateur, à la dernière élection, ils avaient 119 candidats qui avaient été élus et ils pourraient peut-être en espérer cette fois-ci, avec l'analyse, avec les sondages, ce que ça donne, 125. Donc, un peu mieux, 6 de mieux, 6 de plus, mais c'est le Parti libéral qui irait chercher la majorité et de façon assez facile. Là. Quand on regarde la différence entre le Parti libéral et le Parti conservateur, cette fois-ci, ils ont une différence selon toujours les sondages. Évidemment, il faut croire aux sondages pour croire à ce que je dis présentement. Ils ont une différence de 62 députés. 62 candidats élus cette fois-ci, alors qu'à la dernière élection en 2021, ils n'en avaient que 41. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les gens veulent aller dans la continuité. Pour eux, selon eux, le Parti libéral a changé. Le Parti libéral, qui était dirigé par Justin Trudeau, si le Parti libéral n'allait pas bien, si le Parti libéral, les gens voulaient se débarrasser de ce parti-là, c'était uniquement en raison de Justin Trudeau. Ils ont remplacé la tête par Mark Carney, et cette fois-ci, les Canadiens sont prêts à faire confiance. C'est la démocratie qui va parler, c'est la démocratie qui va... qui va venir décider finalement qui pourra avoir confiance, qui pourra obtenir la confiance des Canadiens et des Canadiennes. Mais qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? Qu'est-ce que les adeptes, qu'est-ce que les gens qui supportent Mark Carney viennent, comment est-ce qu'ils peuvent le supporter? Comment est-ce qu'ils peuvent être d'accord avec lui? Je vais vous présenter une petite vidéo d'une journaliste indépendante, Ruben News. Elle s'est rendue à un rassemblement du Parti libéral. Et puis, elle a eu la chance d'interviewer quelques participants à ce rassemblement-là. Et on va aller regarder ces images, quelques images de ce reportage-là, et puis on pourra en discuter. Et son expérience, je crois, sa personnalité. Pour moi, la grosse chose, c'était comme son CV. Là. Et franchement, moi, je n'allais pas voter libéral. Au début, on parlait à la maison, etc. Je n'avais même pas l'intention. Avec l'ouverture, avec le changement, j'ai dit, tiens, je vais donner aux coureurs une chance de courir, de voir qu'est-ce qu'il peut nous présenter. Since 50 years, I'm voting for them. And his cabinet. You're full of shit and you know it.
Wow, le cabinet de Trudeau a été quand même très controversé. Comment vous avez réagi d'apprendre que, en fait, la plateforme électorale avait été écrite avant même que Mark Carney devienne un candidat pour être libéral? En fait, ça a été écrit sous Trudeau. Eh bien, si on... Et là, voilà, elle a vraiment une bonne question, la journaliste de Rebel News, parce qu'elle demande aux gens, parce que les gens nous disent, mais c'est parce que ça l'a changé. Avec Mark Carney, on a confiance qu'il va pouvoir répondre, qu'il sera un bon premier ministre, parce qu'il va pouvoir, répondre à la menace de Donald Trump. Et puis, il a des bonnes idées, il a une bonne façon de faire. C'est un homme, c'est un économiste, il a un CV important, imposant. Et puis, on peut lui faire confiance. Il a un bon plan pour aider les Canadiens et les Canadiennes pour les prochaines années. Et elle arrive avec un contre-argument en disant, mais vous savez que sa plateforme électorale a été développée par l'équipe de Justin Trudeau, par l'ancien premier ministre que vous n'aimiez pas, là, que vous n'aimiez plus, là, que les Canadiens voulaient faire changer. Là. Donc, sa plateforme électorale aurait été écrite par la même équipe qui gère maintenant le parti avec Mark Carney. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Et là, les gens trouvent toutes sortes de raisons pour excuser en disant « Ah, mais vous savez, il a quand même un CV important, mais vous savez, les gens, dans les faits, veulent soutenir Mark Carney, veulent soutenir le Parti libéral. Et ce qui arrive, c'est qu'ils vont se trouver toutes les défaites possibles pour pouvoir le faire et pouvoir expliquer que finalement, c'est le bon choix à faire. On peut dire sous Trudeau, parce que Trudeau, quand même, on ne peut pas dire qu'elle a mal géré, mais elle n'a pas réussi jusqu'à la fin. J'ai mal à croire que c'est toute la plateforme qui est écrite. Évidemment, les principes, en tant que libéral, il y a une grosse différence entre Mark Carney et Justin. Moi, personnellement, je n'étais pas contre nécessairement ce que Trudeau faisait. Fait que c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question de façon personnelle. Mais mettons, pour l'électorat, c'est vrai que mettons, c'est un choix peut-être un petit peu bizarre à faire, dans un sens, à savoir ça. It doesn't matter. Non? No. Non, je regarde quelqu'un qui peut diriger. Vous savez, les politiques contre Trump. I look at someone who can run, the policies against, Trump. He's not a dictator, or she's not a dictator. They're elected by the party, and the party has its platform. It's a question of time. We're going to see. Faire un nouveau plan. Dans les faits, les gens veulent absolument aucun changement. C'est la pratique du Parti libéral. Ils veulent cette continuité-là. Qu'est-ce qui distingue la plateforme du Parti libéral avec la plateforme conservatrice? En gros, si je peux le résumer pour les gens qui suivent ça un peu de façon détachée, c'est que le Parti libéral a l'intention d'aider l'économie en intervenant beaucoup et à maintes reprises, à peu près dans toutes les sphères d'activité, dans toutes les sphères qui concernent les citoyens. Donc, que ce soit pour le climat, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour même la construction des maisons, le Parti libéral souhaite construire des maisons. Un gouvernement très interventionniste, un gouvernement qui va s'impliquer énormément, qui va intervenir énormément dans le marché. Et ce qu'il pense faire avec ça, mais c'est qu'en intervenant dans le marché, il va aider l'économie et puis il va préserver l'économie canadienne d'une récession, par exemple. Tant qu'au Parti conservateur, c'est une plateforme différente, moins d'intervention, moins de décisions de la part du gouvernement, mais en allégeant la réglementation pour permettre aux gens de faciliter que le marché intervienne par lui-même et que le marché, en intervenant, va faire aider l'économie, va faire en sorte que l'économie va se porter mieux. Et qu'est-ce qui empêche présentement les marchés, les entrepreneurs de bien faire leur travail? Bien, c'est la réglementation. C'est certaines taxes, ce sont des impôts. Alors, le gouvernement conservateur décide d'avoir une plateforme où il va retirer des règlements, va baisser des impôts, va enlever des réglementations qui empêchent les gens, justement, de pouvoir, exemple, construire des maisons. Donc, il va même intervenir auprès des municipalités. Hein, les municipalités sont responsables de l'octroi des permis pour la construction des résidences. Bien, il va inciter les municipalités. Il va les inciter à faire en sorte qu'elles puissent émettre plus de permis de construction, allant jusqu'à augmenter la construction de 15 % pour permettre d'avoir plus de maisons,
au Canada, de manière à ce que plus de citoyens puissent s'en acquérir une, puissent s'en acheter une maison. Même chose avec les logements abordables également. Donc, on a deux visions totalement différentes. Un très interventionniste et un second où il va alléger la réglementation, permettre les entreprises de respirer un petit peu plus, moins de taxes, moins d'impôts, moins de règlements, ce qui fera en sorte que le marché va pouvoir répondre et va se remettre à produire plus, ce qui va aider l'économie. Et l'économie pourrait se porter mieux, mais grâce à l'implication du marché qui devient de plus en plus autonome. Donc, qu'est-ce qu'avait à dire le candidat pour devenir premier ministre conservateur, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur? Il a été à une entrevue d'une radio de Québec et je vous présente un extrait de sa conversation avec les animateurs. Non, en fait, le surchauffe qui existe déjà, c'est parce qu'on n'a pas assez de construction. On a trop de demandes pour acheter des logements, mais il n'y a pas assez de logements disponibles. C'est comme ça que les prix de logements ont doublé depuis 10 ans des libéraux. Ce que je propose, c'est des mesures très concrètes. Premièrement, on va éliminer le TPS sur les maisons neuves. Ça va stimuler nos 30 000 logements par année. On va inciter des municipalités de réduire leurs frais de construction par un montant d'à peu près 50 000 $. Troisièmement, on va signer des ententes avec les provinces pour obliger les municipalités de permettre 15 % plus de construction par an. Maintenant, c'est très lent. Ça doit accélérer. Quatrièmement, on va vendre des terrains fédéraux pour bâtir nos 300 000 logements. Ça, c'est un chiffre qui vient d'une grande étude du Globe and Mail qui dit que les terrains du gouvernement fédéral sont capables d'accommoder ces 300 000. Et finalement, on va travailler avec les provinces pour former 350 000 métiers jeunes qui travaillent charpentier, plombier, etc. Donc, oui, quand on bâtit plus de logements, on génère plus de revenus. C'est à peu près 10 000 $, pour chaque logement bâti vient au gouvernement à cause des charpentiers et des... Donc, on peut le constater, c'est deux discours totalement différents. Par contre, il faut le réaliser, là, je veux dire, le Parti libéral, dans les 10 dernières années, a augmenté de façon considérable le nombre d'employés de la fonction publique. Il a embauché jusqu'à 100 000 personnes de plus pour absolument aucun programme supplémentaire, pour offrir aucun service supplémentaire aux citoyens. C'est la fonction publique qui a augmenté de beaucoup. Et on ne compte pas là-dedans le fait que le gouvernement libéral, le gouvernement présentement fédéral, utilise énormément les consultants. Et puis, il leur verse énormément de frais, énormément d'honoraires. Le Parti conservateur, une autre de ses différences, c'est que il veut couper là-dedans. Il veut couper dans les dépenses du gouvernement, notamment par il ne veut plus embaucher. Il veut même, lorsqu'une personne quitte pour la retraite, ne pas la remplacer nécessairement. Il veut s'assurer que par l'attrition naturelle, on puisse dégonfler le nombre de personnes, le nombre d'emplois qu'il y a déjà présentement dans la fonction publique. Donc, réduire le fardeau, la dépense dans la fonction publique. Et il veut aussi couper l'appel que le gouvernement a envers les consultants. Donc, les firmes de consultants, les firmes qui génèrent énormément de frais, d'honoraires et qui sont payés au-delà de ce qu'un employé est payé dans la fonction publique. Il donnait au courant de cette même entrevue un exemple. Le gouvernement, des fois, embauche des consultants externes pour faire du travail qu'un fonctionnaire pourrait faire. Mais le consultant externe peut facturer jusqu'à 3 000 $ par jour pour son travail, alors qu'un fonctionnaire pourra faire le même travail à beaucoup moindre. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est quand même deux visions qui s'opposent. Quand je mentionne que le Parti libéral veut intervenir, veut donner beaucoup de contrats, veut dépenser énormément
Le gouvernement du Parti conservateur, c'est différent. Il veut moins intervenir. Il veut donner moins de contrats à un et à l'autre. Il veut surtout que ce soit le marché qui revient, à qui revient le désir de faire croître l'économie parce que l'économie se porte bien, parce que les entreprises ont le goût d'investir, ont le goût de produire, ont le goût de développer. L'avenir nous le dira. Présentement, avec les sondages que nous avons, fort probablement que ce soir, nous aurons le Parti libéral qui sera élu avec une forte majorité, ce qui le placera en majorité, donc qui aura les coups des franches, qui pourra agir selon ce qu'il veut. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire maintenant? Je pense que les citoyens ne connaissent pas le désir et les promesses cachées du gouvernement de Mark Carney. Je pense que les Canadiens et les Canadiennes ne savent pas la dangerosité de cet homme. Il faut savoir que le Parti libéral est un parti très woke, un parti très à gauche, Parti conservateur plus à droite, qui est obligé de se centrer, qui est obligé d'aller plus vers le centre et de tourner un petit peu plus à gauche pour obtenir des appuis. Il faut savoir que la Société canadienne de l'hypothèque, ici, en 2022, je vais aller chercher la date là, pour être précis, là, mais c'est en 2022, la Société canadienne d'hypothèque et de logement a donné $250 million à un groupe qui est appelé Génération Squeeze pour rédiger un rapport sur l'impôt sur la valeur domiciliaire. Le rapport qui a été publié en 2022 appelle à une taxe sur la valeur nette des logements, certains logements, certains appartements, certaines maisons, certaines résidences qui dépassent le 1 million de dollars. Donc, ce serait une taxe qui serait facturée selon le nombre d'années que vous détenez votre maison dont la valeur dépasse 1 million de dollars et qui serait payable au moment de sa vente. Tout ça parce qu'on vient dire, bien, vous savez quoi? Il y a dans cette société une iniquité entre des gens qui se sont enrichis en écoutant la télévision, c'est vraiment l'expression qu'ils reprennent, et d'autres qui arrivent sur le marché et qui aimeraient bien ça s'offrir une maison, mais qui ne sont pas capables parce qu'un groupe, en détenant leur maison, ont fait tellement d'argent avec la plus-value de cette maison-là qu'elle devient inaccessible pour les jeunes générations. Donc, ce serait l'instauration d'une nouvelle taxe sur les résidences. On dit présentement dans l'article, dans ce sommaire de ce rapport-là, qu'il s'agirait d'une taxe uniquement pour les maisons d'une valeur de 1 million de dollars, mais permettez-moi de douter du montant. On sait très bien qu'une fois qu'une taxe est instaurée, on sait qu'une fois qu'elle est instaurée, ils peuvent allègrement changer la valeur, ils peuvent changer certaines variables et puis finalement l'appliquer pour tout le monde. Hein, il n'y a rien qui ne les empêcherait. Ce rapport-là, je l'ai trouvé, cet article-là, je peux vous le présenter ici. Est-ce qu'il est ici? Je l'ai. Oui, ici. De Génération Squeeze, ça a été publié le 5 janvier 2022. C'est rompre avec la dépendance du Canada envers des prix élevés et croissants pour les maisons, un prix sur les inégalités dans l'accès au logement. C'est quand même intéressant à lire. C'est une façon de voir les choses. Évidemment que je ne crois pas que les électeurs connaissent l'existence de ce genre de texte-là parce que parmi la clientèle du Parti libéral, beaucoup ont des maisons, beaucoup ont fait de l'argent avec leurs maisons
Et ce sont des gens bien installés, bien organisés dans la vie. Ce ne sont pas des gens qui sont victimes de l'inflation qu'on vient de subir dans les dernières années, de l'inaccessibilité du logement. Et ce ne sont pas des gens qui sont victimes des marchés internationaux, bien entendu. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce topo sur deux visions, deux partis qui, aujourd'hui, permettent aux Canadiens de voter pour deux façons de voir les choses dans l'économie. La démocratie va parler. Donc, ce sont les gens qui vont décider, ce sont les Canadiens qui vont décider finalement qui pourra détenir le titre de premier ministre. Et la semaine prochaine, je vous parlerai justement de ces élections et de l'issue de ces élections-là. Alors, merci beaucoup de tout le monde d'avoir été là. Si ça vous tente de me suivre de façon quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Samuel Grenier. Bonne journée tout le monde.